Bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Alors, nous sommes heureuses de vous accueillir, toutes. Merci. Là, je peux dire toutes, il n'y a pas tous. Et donc, nous avons le plaisir de commencer par Eddie sur la droite et juste sur ma gauche, Céline. Et notre chère Muriel, l'incontournable. Voilà, Donc, c'est super. Donc, on reçoit un duo, mais avant tout Véronique Thionnet. Oui, Thionnet, oui. Voilà. Donc, je vous présente. Donc, certaines voix s'éveillent tôt comme une évidence. Pour notre invité d'aujourd'hui, tout commence avec les rêves d'une enfant passionnée qui, à seulement 13 ans, se retrouve déjà sous les projecteurs des plateaux de Michel Drucker. Finaliste d'un télécrochet national, elle tutoie alors les sommets avant que les aléas de la vie ne lui imposent un long silence de scène. Des années après, elle reprend le micro en parallèle avec son activité professionnelle qu'elle finira par arrêter pour monter son autoproduction. Aujourd'hui, elle vient pour nous raconter son parcours de résilience et nous présenter son duo avec Sandra. Et j'aime bien le jeu de mots de ton nom, qui on est. Donc, bienvenue à vous. Merci beaucoup. Merci. Avant toute chose, quel a été votre chemin pour arriver jusqu'au micro ? Alors, pour reprendre exactement ce qui s'est passé, à l'âge de 13 ans, je devais faire la finale avec Michel Drucker d'un Radio Crochet et je n'ai pas pu y participer et ça m'a tellement fait mal, pour des raisons familiales, mon père s'y est opposé. Ça m'a tellement fait mal que je n'ai repris le micro qu'à l'âge de 38 ans. Ouais, ça, c'est arrivé comme ça et... Bon, je n'ai pas de regrets parce que entre deux, j'ai fait ma vie, j'ai eu mes enfants. J'ai un mari avec qui je suis toujours très attachée, ça fait 40 années. Et il m'est venu à l'évidence que la musique était quand même quelque chose qui me manquait. Et j'avais envie de partager cette passion avec les gens autour de moi. Et ceux qui me connaissaient me rappelaient que même si je n'étais pas une chanteuse sur scène, j'étais une chanteuse à leur cœur. Puisque à chaque instant, dès qu'ils en avaient envie, je leur chantais, quelle que soit la chanson, ce qu'ils avaient envie d'entendre. Donc c'est vrai que pour moi, c'était une évidence de prendre le micro, même si c'est tard. Et je l'ai fait en parallèle avec mon métier, qui est que je n'ai pas arrêté volontairement en fait, mais suite à un burn-out. Et j'ai eu la chance d'avoir mon employeur qui m'a soutenue dans la musique. Pendant les années où j'étais en activité. Et ça, c'est vraiment très rare. Je tenais à le signaler. Donc BNP Paribas, moi j'étais une financière qui ont dit les financiers sont très terre à terre, ne sont pas artistes. Je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui sont artistes dans leur tête. Et oui. Et je me souviens que quand j'étais en activité, après avoir conclu un contrat, j'avais toujours un petit client qui me disait vous m'en faites une petite. Et oui, je chantais même à la banque. Voilà. Et j'ai repris à l'âge de 38 ans où effectivement j'ai fait pas mal de scènes dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France. Et puis la vie a fait que la maladie était là et il fallait que je quitte ma région d'origine pour pouvoir me reconstruire. Les gens ne comprenaient pas qu'on ne puisse pas aller au travail à la banque et pouvoir continuer de chanter. Donc, sur les conseils des médecins, je me suis expatriée sur Aix-en-Provence, où j'ai eu la chance de rencontrer pendant 4 ans des artistes. Et j'ai eu la chance de faire un 3e album. Entre deux, j'en avais quand même fait 2 avant. Et à la période du Covid, il a fallu faire un choix et je suis venue sur la région de Montpellier qui m'a adoptée. Et je suis très heureuse de vivre ici maintenant. Voilà. Alors, comment décrivez-vous votre univers musical ? Alors, moi, j'aime tout ce qui est jazzy, tout ce qui est les belles chansons à texte. Quelle que soit l'orchestration, en fait, quelle que soit la musicalité derrière, que ce soit jazzy, pop, ou à partir du moment où le texte signifie quelque chose, c'est très important pour moi. Et j'aime surtout les chansons qui brillent dans les yeux de ceux à qui je chante. Oui, donc en fait, cette émotion. Voilà, le partage. Oui. Parce que quand on est sur scène, on donne, nous, une fois, mais on reçoit autant de fois qu'on a de regards en face.
Et ça n'a pas de prix et c'est ce qui me motive en fait. C'est voilà. Et la plus belle chanson, c'est vraiment celle qui fait briller vos yeux quand je la chante. Donc pour moi, j'ai pas d'univers fixe. Je suis plutôt éclectique. C'est d'ailleurs le nom du groupe que j'ai en duo avec Lionel, un guitariste sur Aix. Ça nous arrive encore de jouer ensemble. Et je pense qu'on n'arrêtera jamais parce que quand on est à deux aussi sur scène, c'est tellement bien qu'on n'a pas envie que ça s'arrête. Je trouve ce qui est beau, c'est que tu vois, tu dis, tu n'as pas envie que ça s'arrête et que tu veux continuer et que cette amitié dure. Or qu'aujourd'hui, il est très dur d'avoir une amitié aussi forte. Oui, alors moi, en plus, je le reprends tard, puisque j'ai repris un numéro de Sirène et un numéro de Guzzo l'année dernière. Et je vais avoir 60 ans, là, cette année. On m'a déjà fait la remarque que 60 ans, il fallait peut-être s'arrêter. Ben non, moi, je regrette. Je ne m'arrêterai pas. Je ferai comme les vieux artistes. Je chanterai jusqu'au bout parce que, tout simplement, donner du bonheur aux gens, ça n'a pas de prix, ça n'a pas d'âge. Donc voilà. Entièrement d'accord. En même temps, l'âge, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, toutes, l'âge, c'est aussi ce qu'on représente, le charisme qu'on représente. C'est pas une question de c'est la maturité voilà. aussi, c'est l'expérience. C'est la façon d'être. Oui. Soit tu es, malheureusement, on va dire le mot pas beau, vieille, ou soit tu ne l'es pas. Oui. Même si tu es plus âgé, quoi. Tu peux très bien être jeune. Tu vas fréquenter quelqu'un de 80 ans, préférer quelqu'un de 80 ans à quelqu'un de 50 ou 60 ans, parce qu'elle fait jeune. Oui, puis la musique n'a pas d'âge. Bien sûr, la musique n'a pas d'âge. Et moi, j'aime passionnément la scène. La scène m'a manqué énormément quand je suis partie d'Arras en 2016. J'avais une association qui me soutenait, qui avait été créée pour justement m'aider à produire 2 spectacles annuels. Et en fait, j'avais cette chance de ne pas avoir à chercher de date, puisqu'à chaque fois que je chantais, automatiquement derrière, il y avait 1 ou 2 ou 3 contrats qui se dessinaient. Et c'est tellement du bonheur de savoir qu'on peut faire du bien aux gens. Et aujourd'hui, je me rends compte, à travers les réseaux, que forcément, il n'y a pas d'âge non plus pour les utiliser, mais c'est quand même un vecteur de communication, pour rester en relation. Et quand on me dit Véronique, quand je vais pas bien, j'écoute telle voix, ou Véronique, quand je vais pas bien, j'écoute Intime, il y a eu 4000 albums de vendus, c'est pas grand chose, hein, mais à mon niveau, c'est énorme. Bien sûr. Et de me dire quand je vais pas bien, je t'écoute, c'est la plus belle récompense qu'on puisse faire. Donc c'est pour ça que je chante. Vous avez sorti déjà 2 albums, Intime et Elle Voilà. voit. Alors le premier, je l'ai vendu en 6 mois et il y en avait que 500 exemplaires. C'est des reprises au fil du temps, mais il est sur YouTube. Le second a été écrit pour moi. C'est un auteur de La Rajoie qui l'avait écrit et composé pour moi. Oui, parce que vous êtes juste interprète, donc c'est... Oui, moi, j'ai le regret de ne pas avoir ce talent d'auteur, compositeur. Mais j'ai la chance déjà d'être interprète et d'avoir ma voix. Donc, peut-être qu'un jour, je me mettrai à l'écriture, je n'en sais rien. Mais je sais qu'écrire, c'est compliqué. Et il y en a tellement qui ont ce talent-là, sans passer par l'IA, évidemment. Il y en a tellement qui ont ce talent-là que je préfère être une interprète pleine d'un très bon auteur que d'être une interprète autrice avec des textes moyens. Donc vous avez trouvé un écrivain justement qui arrive à... Oui, alors il a écrit Intime, et Intime, ce sont 13 titres qui correspondent vraiment à ce que je suis et à ce que je ressens. Je vous les offre évidemment. Oh, c'est gentil. Et c'est évident qu'avoir la chance de rencontrer quelqu'un comme ça qui puisse écrire, retracer tout ce que vous avez envie de dire. C'est ça doit pas être évident justement à trouver. Non. Alors, lui, il a écrit les musiques, il a composé les musiques, il avait déjà écrit des textes et en fait, à partir de ce qu'il avait écrit, on a modifié à deux tous les textes pour que ça me corresponde. Complètement. Il y a une chanson dans Intime qui est vraiment... qui a été écrite, qui s'appelle « Elle éternelle », qui parle de la Terre, du changement climatique. Et qui sera le plus fort entre l'homme et la Terre ?
Il a été écrit en 2009, l'album est sorti fin 2009. Aujourd'hui, elle est d'actualité, cette chanson. Elle est vraiment là pour dire faites attention, l'homme, fais attention à ce que tu fais parce que la nature se rebelle et on le voit bien avec tout ce qui arrive dans le monde au niveau climatique. C'est important. Pourtant, elle a quand même... Alors, et là, ça va pas pouvoir trop parler des albums parce que j'aimerais quand même parler aussi de votre duo. Vous venez de donner naissance donc, à un duo qui s'appelle Éco-Féminin. Écodel, oui. Écodel. Et avec Sandra qui est à côté de vous. Oui. Comment vous vous êtes rencontrés déjà ? Sur des karaokés. Alors, la toute première fois qu'on s'est vus, c'était au casting de The Voice. Bah ça, j'en ai pas parlé, tu vois. C'est l'occasion. C'était la première fois. Oui, alors moi je l'avais entendu avant, mais on n'avait pas discuté. Mais on a la chance d'avoir été toutes les deux entendues par Bruno Berberès. Et Bruno Berberès m'a incité à continuer à chanter. Et il m'a bien expliqué qu'il n'y avait pas d'âge pour chanter, qu'il n'y avait pas d'âge pour se reconvertir et que la musique c'était tellement bien. À partir du moment où on était soi-même bien, il n'y avait que ça à faire. Et c'est lui qui nous encourage... Voilà. Bruno Berberès, c'est le directeur de casting de The Voice, en fait. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, vous produisez ensemble, séparément. Comment vous faites ? Est-ce que vous faites que des duos ? Est-ce que vous chantez chacune séparément ? Alors oui, on chante chacune séparément. Et l'union fait la force. Et surtout, moi, j'aime beaucoup la polyphonie. J'ai beaucoup chanté en chorale pendant des années et c'est vrai que c'était tellement beau la polyphonie. Et puis on s'est vu, j'ai dit pas mal son style. Elle pareil, pas mal son style. Et tiens, si on faisait un truc à deux. Et du coup on a mis en commun. Je suis tombée fan de Sandra. En fait, quand je l'entends chanter, elle me fait passer tellement d'émotions que pour moi c'est une évidence. Donc, aujourd'hui, comment vous faites pour vous produire ? Vous êtes en train d'essayer de... Est-ce que vous essayez de monter des chansons, d'enregistrer des chansons ensemble ? Est-ce que vous allez... Alors, jeudi, on part en studio. Mm-hmm. On va faire ce qu'on appelle une bande-son avec une dizaine de titres, quelques secondes de chaque titre, pour pouvoir envoyer pour pouvoir nous montrer, en fait, parce que les gens ne nous connaissent pas. Vous allez faire un cadéloscope ? Certainement. Alors, moi, les termes techniques, je ne les connais pas. Alors, on a fait notre première scène le 3 avril au Tarmac à Saint-Jean-de-Védas. C'était vraiment d'enfer. Et on a fait une dizaine de titres chacune, individuellement, et 10 titres à deux. Et en fait, on s'est arrangé pour reprendre les chansons d'hier et d'aujourd'hui dans les 4 styles de musique qui nous passionnent. Qui sont Alors pour moi, jazzy pop. Moi, je suis très gypsy de mes origines espagnoles et chansons espagnoles comme Piensa en mí de Luz Casal. Alors, je suis désolée parce que du coup, le temps passe très très vite. Vous allez nous interpréter Ne m'en veux pas de Jeanette Renaud et des Gypsy. Oui. Et j'aimerais savoir juste où c'est qu'on peut vous contacter si on veut vous produire ou si on. Alors on a une page, on a une page pour l'instant Facebook. Juste regarder la caméra là-bas. Excusez-moi. On a une page Facebook qui s'appelle Écodel, donc écho comme un écho puisque nous sommes deux et Del. Puisque nous sommes des filles, voilà. Il y a notre page Facebook. Et ensuite, vous avez, en tapant mon nom, Véronique Thionnet, vous arrivez à trouver nos coordonnées et qui nous permettront de nous mettre en contact avec vous, oui. Voilà. Tout à fait. Que ce soit Véronique Thionnet ou Sandra Marquez, vous me trouvez aussi, où on verra également Écodel. Avant de vous écouter jouer en live, je vous avais demandé si c'était possible éventuellement de nous faire un petit a cappella. C'est possible ? Mais bien sûr. On y va ? Allez. Mais je trouve pas de refrain à notre histoire. Tous les mots qui me viennent sont dérisoires. Je sais bien que je l'ai trop dit, mais je te le dis quand même. Je t'aime. Bravo, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.
Discúlpame, sé muy bien que mueres por él. Descuídate, por celo no me acercaré. Ne m'en veux pas si j'ai le cœur dans le brouillard. Si certains soirs je te téléphone un peu tard. Perdóname si eres la historia de mi amor. Perdóname si mi memoria de ti nació. Ne m'en veux pas, il faut du temps pour oublier, pour t'oublier. Discúlpame, sé muy bien que mueres por él. Descuídate, por celo no me acercaré. Ne m'en veux pas si je lui demande de tes nouvelles. Ça me fait du bien de parler de toi avec elle. Perdóname, seré la historia de mi amor. Descuídate, por celo no me acercaré. Ne m'en veux pas, il faut du temps pour effacer, tout effacer. Y es que este amor, que día y día construimos este amor, sé que murió entre los dos, pero ese amor, en él dediqué mi pasión, perdóname. Tout cet amour qu'on a vécu jour après jour, tout cet amour. Je sais qu'il est mort entre nous, mais cet amour, pour moi il durera toujours. Ne m'en veux pas, ne m'en veux pas. Ne m'en veux pas si je suis toujours amoureuse. Ne m'en veux pas si tu me trouves trop curieuse. Ne m'en veux pas si j'ai envie de te revoir. Es malestar El que me atrae por donde esté. Y perdóname si no te puedo detestar. Y esconderé que siempre te voy a esperar. Ne m'en veux pas, il faut du temps pour oublier, tout oublier. Y es que este amor, que día y día construimos este amor, sé que murió entre los dos, pero ese amor, en él dediqué mi pasión, perdóname. Tout cet amour qu'on a vécu jour après jour, tout cet amour. Je sais qu'il est mort entre nous, mais cet amour, pour moi il durera toujours. Ne m'en veux pas, ne m'en veux pas. Merci. Merci. Bravo les filles. Hein. Merci. Bravo. Hein. Merci. Oui, merci à vous. J'aime beaucoup. Hein. Enfin, déjà, avec rien que l'acapella, déjà, tout à l'heure, ça me donnait déjà un goût d'avant-première. Et maintenant, nous sommes avec un goût de deuxième première. Céline, tu reçois ? Alors aujourd'hui, je reçois Brigitte Assier, qui nous arrive de Palavas. Bonsoir Brigitte. Bonjour, bonsoir. Oui, ça va Brigitte? Ça va. Ça va, un petit peu stressée. Je suis contente de te voir sur le plateau. On a passé, avant que tu arrives ici, on a passé un très 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 long moment au téléphone, un dimanche matin. Oui. Et on a beaucoup discuté de ton parcours et de ce que tu fais aujourd'hui au sein d'une association que tu as fondée. Tu avais éclairé mon dimanche. C'est gentil, merci. Voilà. Moi, tu es quelqu'un qui t'as un parcours de soignante. Au départ, oui, d'infirmière en psychiatrie. D'infirmière en psychiatrie. Donc tu as soigné la maladie. Tu as travaillé dans la maladie mentale.
Ouais. Ouais, Ouais, voilà. pendant des années. Voilà, avec des hommes et des femmes. Oui, Voilà. tout à fait. Voilà. Dans des pavillons d'entrants. Voilà, Des c'était structures ton un peu parcours de soignante. Ouais. Voilà, hein, la maladie mentale fait aussi partie du. On peut en parler comme ça. Mais tu as ramené cette expérience de soignante vers un monde un petit peu plus poilu. On n'a pas trop de poilus sur l'affiche, voilà. Tu es une consultante de vie, tu es une médiatrice d'essence. Tu crées du lien, tu recrées du lien dans la relation homme-animal. Alors, pas avec un perroquet pas avec les perroquets, surtout avec les chiens, les chats. Tu crées des ateliers où tu rappelles ce que c'est que l'infradiscours chez l'animal, tu rappelles ce que c'est que le sens, et tu rappelles à quel point il est important de se détacher du mental. Oui. J'ai bien retenu ? Oui, tout à fait. Ah bah voilà. C'est voilà. tout à fait ça. Alors Brigitte, est-ce que tu peux nous parler de cette association que tu as créée je me souviens plus. En 2003. Voilà, en 2003, donc il y a 22 ans. Comment ça a démarré ? Ce que tu fais aujourd'hui et ce que tu vas proposer très bientôt. Oui. En deuxième édition, donc maintenant dans un mois environ, Voilà. au mois de juin. Et en fait, mon parcours, c'est ça, c'est que j'ai une passion pour les animaux dès le départ. Oui. Donc en 2003, j'ai fait une formation sur le comportement animal. Oui. Et j'ai décidé de créer cette association pour travailler sur le comportement animal, notamment sur les chiens qui avaient des problèmes, enfin plutôt les maîtres, qui avaient des problèmes avec leurs chiens. Ouais. Mais c'est ça qui est intéressant, justement. C'est ce que tu viens de dire et que tu minores un peu dans ton discours parce que l'animal, il est au centre, de toute façon, de ton action. Mais un animal ne peut aller bien que si son maître va bien. Bien si sûr. son maître lui envoie les bons messages. Les bons messages. Voilà. Et puis, s'il a un petit peu comme une fiche technique, quoi, quelque part, Ouais. je mets ça comme ça. Oui. Et en fait, que souvent, c'est par de l'incompréhension qu'on agit mal, quoi. Oui. Quand on connaît un petit peu comment ça fonctionne, Oui. peut-être qu'on arrive mieux à gérer les choses. Et puis peut-être qu'on a voulu aussi, je t'ai coupé, mais je suis sûre que tu vas rebondir sur ce que je vais dire. On a tellement voulu que l'animal devienne un petit peu l'animal de compagnie, soit aussi homme. Voilà. Donc mon oncle était un chat, mon oncle était un chien, voilà. Et du coup prêter des comportements d'humains aux animaux. Oui, alors c'est vrai aussi, mais ça, à la limite, ça peut se gérer. Ce qui est le plus embêtant pour les chiens, notamment, parce que les chats, ils se débrouillent toujours. Mais pour les chiens, c'est que c'est des éponges, quoi, sentimentales. Voilà. Et c'est vrai que dans une famille, ils prennent vraiment tous les problèmes qu'il peut y avoir dans la famille. Voilà. Et ça crée chez eux souvent des problèmes différents, quoi. Des problèmes comportementaux. Des problèmes comportementaux. Et puis bien évidemment, qui peuvent pousser le maître à se séparer. Aux abandons. Donc ça faisait voilà. partie du but de l'association, Voilà. d'éduquer effectivement les propriétaires pour arriver à ne pas qu'ils abandonnent des chiens qui sont agressifs quelquefois, ou qui aboient toute la journée, ou qui font de l'hyper-attachement, des choses comme ça. Voilà. D'accord. Et ça se passe au niveau... Alors, tu me disais que tu avais créé... tu as une équipe autour de toi. Alors, disons que ce sont des gens qui sont venus accompagner l'association petit à petit en fonction de ce qu'ils savaient faire. D'accord. Donc, à l'époque, on avait commencé à faire un film pour présenter aux enfants un petit peu ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire au niveau d'un chien de la maison. Parce que les morsures, souvent sur les enfants, c'est souvent un chien de la famille. Oui. Donc voilà, on avait présenté ça. On le présente toujours d'ailleurs dans les écoles ou dans des endroits comme ça. Et donc petit à petit, les gens sont venus. Il y a eu un vidéaste, il y a eu des gens comme ça en fonction de ce qu'ils savaient faire, qui se sont attachés à l'association. Évidemment, il y a le bureau, comme dans toutes les assos. Mais en dehors de ça, il y a des gens qui se rassemblent un petit peu autour de ça. Qui ont rejoint l'association. Qui ont rejoint ton association. Ouais. Et à quel moment est-ce que tu crées ces ateliers de reconnexion Alors ça, c'est des ateliers qu'on fait depuis peu. En fait, j'ai voulu un petit peu rassembler tout ce que je savais faire. Voilà. Et ça s'appelle des ateliers de sensorialisation. Donc, c'est un petit peu apprendre, c'est des techniques, c'est pas chamanique, c'est des techniques vraiment, par le chamanisme aussi on peut le faire, mais là c'est par la méditation et par certains outils
qu'on peut rentrer un petit peu plus dans le monde animal et végétal. Enfin, surtout animal d'abord au départ. En fait, on a des sens qui sont un petit peu en sommeil et qu'on peut réveiller par certaines techniques, quoi, faire certains exercices, on va dire plutôt. Et c'est à force de pratiquer qu'on arrive un petit peu à mieux entendre, à mieux voir, à voir les choses différemment, quoi. En gros, tu te déplaces. Alors, Obligé de te déplacer pour c'est-à-dire- étudier l'animal. Ah, moi oui, j'ai fait. Enfin, quand j'ai eu fini cette formation sur le comportement, je ne sais pas si ta question c'est ça, mais quand j'ai eu fini la formation sur le comportement animal, j'ai voulu aller un peu plus loin parce que là, ce qui était concerné, c'était les chiens surtout, et j'ai voulu aller voir les animaux dans leur milieu naturel, c'est-à-dire en Afrique, en Asie et tout ça. Et ce qui m'a permis de rentrer effectivement dans le monde animal un peu plus intimement, quoi, en fait. Oui, puis de se confronter à d'autres cultures, donc d'autres relations à l'animal que nous, on peut avoir, C'est ça. bien évidemment. Est-ce que tu as, quand tu es dans la transmission, dans la proposition de changement de comportement vis-à-vis de son animal, est-ce qu'il y a une suite à ça? Est-ce que tu vas voir ou est-ce qu'on te fait suivre des nouvelles? Est-ce qu'il y a eu des améliorations, des axes d'amélioration ont été suivis ou pas? Alors en général, on me recontacte quand ça va pas. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, on est un petit peu impatients, nous les humains. Oui. Et c'est vrai que quand on s'adresse aux animaux, à la nature, il faut beaucoup de patience. Oui. Les choses ne se règlent pas en une fois. Oui. Il faut vraiment reprendre les choses souvent. C'est pas évident, quoi. Oui. Donc c'est vrai que j'avais des nouvelles souvent quand il y avait des soucis. D'accord. Quand j'ai commencé, j'ai voulu me confronter vraiment à l'animal lui-même, sans le propriétaire. Donc j'allais beaucoup dans les SPA. Oui. Je sortais les chiens et ça me permettait d'avoir vraiment un contact direct avec eux et une autre dimension, quoi, de leur comportement. C'est vrai que quand c'est avec le propriétaire, il y a autre chose. Il y a vraiment l'éponge, l'histoire. Et ton passé en psychiatrie, du coup, il t'aide aussi à comprendre. Il m'a aidé énormément, oui. Parce que malgré tout, ce qui met du sens à tout ça, bien sûr, l'animal, il en met du sens. Mais ce qui met du sens, c'est de pouvoir verbaliser les choses. On ne peut pas verbaliser, c'est bien ce que tu apprends au maître, avec un animal. Voilà. Donc, quand on veut agir avec l'humain, on va échanger. On verbalise. Est-ce que tu as été chercher ton passé, oui, faire un petit peu les contours là de. Oui, parce qu'en fait c'est un rôle de médiateur. Voilà. Et très souvent dans une famille, bon, alors, c'est une généralité évidemment, mais il y a souvent un problème familial qui peut se créer et ça aide beaucoup d'avoir justement une attitude un petit peu. Ouais. Mais tu aides à identifier ça. Oui. Oui, d'accord. Et ça marche. Et ça marche. Ça marche. Alors, des fois, ça marche pas. Hein. Ouais. Parce qu'il faut quand même que le propriétaire soit en accord aussi avec ce que. C'est du consentement aussi, tout ça. Ça ne se fait pas au vu ou au su de la personne qui vient te consulter. Je ne sais pas comment on peut nommer le. Oui, c'est une consultation, quoi. D'accord. Part. Brigitte, demain, je veux venir te parler de mon histoire et de mes chiens. Je fais comment? Eh bien, il y a mon numéro de téléphone sur le site. On peut m'appeler, on discute un petit peu. Et puis surtout, moi, ce que je fais, c'est que je vais... La caméra, tu peux dire, et puis... ce que je fais, c'est que je vais chez les gens. C'est important de voir où vit l'animal, dans quelles conditions. Et ça, si on me le dit, ça n'a aucun sens, quoi. Il faut que vraiment je vois dans quelles conditions il vit. Et voilà, je retire beaucoup d'informations comme ça. D'accord. Donc on peut trouver le numéro de téléphone de l'association sur le site trait d'union nature.com. C'est l'association trait d'union nature, hein, d'ailleurs. Oui. Voilà. Oui. Et venez rencontrer Brigitte, absolument, s'il y a un problème avec les chiens ou les chats à la maison. Ouais. Ouais. Oui, donc j'ai oublié de vous dire qu'on fait un second événement à Palavas sur une semaine. C'est un festival dédié à la nature et aux animaux. Et plein d'artistes nous ont rejoints pour ça. Donc, des sculpteurs, des peintres, des chanteurs. Voilà, pendant une semaine, des associations aussi qui vont présenter les actions qu'ils mènent auprès des animaux. Donc, l'événement sera noté sur le site. Voilà, donc venez nous voir, c'est important parce que tout ce qu'on a préparé, ça serait bien que vous
que vous participiez. Donc c'est du 4 au 10 juin. Merci. Toute une semaine. Merci Brigitte. Merci. Merci beaucoup. Bravo pour ce que tu fais. Très intéressant. Maintenant, je vais m'absenter pour aller rejoindre la chronique Sister Justice et je reviens. Nous voilà de retour dans la rubrique Sister Justice. Adriana. Bonjour. Bonjour. Nous allons parler des convocations à une expertise. Je ne sais pas quel genre d'expertise déjà. Alors, vous avez plusieurs sortes de convocations expertise. Convocation amiable, contradictoire et convocation judiciaire. Alors, lorsque vous êtes convoqué devant une juridiction, bien évidemment, il faut tout de suite aller voir un avocat. Puisque, bon, si vous êtes convoqué devant une juridiction, ce n'est pas pour rien. Voilà, c'est parce qu'on a quelque chose à vous reprocher ou on veut juste vous rendre opposable une expertise qui aura lieu. Mais même rendre opposable une expertise sans vous déplacer, sans y aller, il faut faire absolument attention puisque combien même vous n'avez rien à vous reprocher, demain, sur la base de cette expertise que vous n'avez pas contestée ou vous n'avez pas donné vos observations, voilà, une fois que le rapport est rendu, vous ne pouvez plus rien dire. Hein. Vous pouvez difficilement contester un rapport judiciaire. Le rapport judiciaire, c'est déterminant. En général, les juges, lorsqu'ils ont un rapport d'expertise judiciaire dans un dossier, voilà, il y a un professionnel qui a rendu un rapport, ils vont se dire, il y a un professionnel quand même qui a été mandaté. Ils vont regarder le rapport. Hein. Ils ne se sont pas rendus sur place, l'expert s'est rendu sur place, il a constaté, il donne des conclusions sur ce qu'il a constaté, il va régler une problématique. En général, les juges s'appuient énormément sur les rapports judiciaires. Hein. Puis un rapport judiciaire, il faut en général, c'est obligatoire, il faut passer par la justice pour demander un rapport. C'est le juge qui va demander un rapport judiciaire. Il va mandater un expert judiciaire, il va demander un rapport. Du moment que c'est un juge qui décide qu'il va y avoir une expertise, il y a eu tout un dossier qui a été construit pour qu'on puisse autoriser une expertise judiciaire. Donc c'est déterminant dans un dossier litigieux, le rapport judiciaire. Donc il faut absolument... Un dossier de quoi? De travail dossier, alors les expertises judiciaires, vous en avez. Vous avez par exemple des sociétés où les gérants font un peu n'importe quoi et vous allez avoir des associés qui vont demander à ce qu'un expert comptable puisse jeter un coup d'œil sur la comptabilité. Vous allez avoir bien évidemment tout ce qui est construction, vice caché, des immeubles qui ont été mal faits, des appartements, des maisons. Vous pouvez avoir des expertises judiciaires, dommages corporels. Donc c'est très important quand même, lorsque vous êtes convoqué, de vous faire représenter par un avocat, ou en tout cas de consulter pour voir quel sera votre positionnement dans une expertise judiciaire. Ensuite, vous pouvez être convoqué à une expertise qui n'est pas judiciaire, une expertise amiable, c'est-à-dire avant de saisir la juridiction, vous allez avoir besoin d'avoir une preuve et vous allez envoyer un professionnel sur place pour rendre un rapport. Donc le professionnel sur place, il va convoquer, rendre contradictoire l'expertise pour avoir un rapport qui sera difficilement contestable. Parce que du moment où il vous a convoqué, si vous n'êtes pas intervenu et qu'il rend un rapport et que vous n'avez pas contesté, oui, le rapport a beaucoup plus de force que si vous n'avez pas été et convoqué. Vous mieux y aller. Y aller, pas forcément, tout dépend de l'enjeu. Parce que par exemple, sur une maison donnée, vous pouvez convoquer tous les voisins autour parce que on ne sait pas si le problème concerne un ou deux voisins ou tous les voisins. Donc au début, on va convoquer tous les voisins. Donc il y en a qui vont pas venir, mais c'est toujours mieux de venir pour voir ce qu'il en est, pour donner des observations, pour critiquer. Parce que après, une fois que c'est rendu, vous pouvez pas critiquer. On vous a donné la possibilité à un moment donné de critiquer. Vous pouvez pas intervenir après pour critiquer. Voilà. D'accord. Donc, on peut en dire un peu plus sur... on peut contester un rapport aussi.
Alors, un rapport judiciaire, il faut savoir qu'il est contesté dans le cadre de la procédure d'expertise judiciaire. Vous ne pouvez pas le contester une fois qu'il est devenu définitif. Vous pouvez le critiquer, vous pouvez le critiquer, mais c'est difficile. Lorsque vous avez été convoqué et que vous n'êtes pas intervenu pendant l'expertise, que vous intervenez après, c'est un petit peu plus difficile de contester. Voilà, vous avez eu la possibilité de donner vos observations, de critiquer. En général, lors d'une expertise judiciaire, on fait des observations par le biais de ce qu'on appelle des dires. Donc ces dires-là, ces observations sont annexées au rapport. Donc le juge va voir que vous êtes intervenu pour critiquer à un moment donné le travail de l'expert. Aussi, vous pouvez avoir des experts aussi qui peuvent faire n'importe quoi. Vous pouvez avoir des experts qui se montrent proches d'une des parties. Donc là, vous pouvez demander à ce qu'un autre expert soit désigné. Si vous trouvez que l'une des parties et l'expert se connaissent, vous pouvez demander à changer carrément d'expert. Mais en tout cas, il faut absolument faire des observations dans le cadre d'une expertise afin qu'il soit annexé et afin que le juge puisse voir que vous avez, lors de l'expertise, critiqué. Voilà, une fois que le rapport est définitif, on va vous dire, mais vous avez eu la possibilité, vous avez eu votre temps de parole, pourquoi vous ne l'avez pas fait à ce moment-là? C'est trop tard maintenant. Donc c'est pour ça que il faut aller consulter, voir si il est de votre intérêt d'être présent lors d'une expertise judiciaire. Voilà, ne pas passer à côté de ça et ne pas prendre au sérieux vraiment une convocation, si vous en recevez une, que ce soit une expertise judiciaire ou une expertise amiable contradictoire. D'accord, ne pas se dégager de tout cela. Voilà. On vous remercie, mais on vous dit à bientôt. À bientôt. Muriel, j'ai invité Muriel. Mimi. J'ai invité Muriel et nous allons prendre juste une minute pour regarder une petite vidéo de toi, pour comprendre. Bonjour Muriel. Bonjour. On regarde une vidéo. Muriel, tu travailles la céramique depuis plus de 25 ans. Oui, en effet. Ah. Et comment cette matière est-elle entrée dans ta vie? J'avais 18 ans et en fait j'ai vu quelqu'un qui a travaillé la terre et qui a fait un visage. Ça m'a fascinée en fait. Que ça devienne vie avec cette matière malléable, ça m'a subjuguée. Et du coup, je m'y suis mise. Comment tu t'es mise? Tu as pris des cours? Alors, ou tu as suivi la personne qui t'a fait découvrir cette passion? Alors pas du tout, en fait c'était une personne, j'étais un week-end, c'était une personne qui en faisait comme ça. Non, moi j'ai pris des cours, mais après j'ai beaucoup travaillé toute seule, j'ai fait beaucoup de modèles vivants en fait, et j'ai beaucoup travaillé. En gros, tu as acheté tout ce qu'il fallait pour le faire. Tout à fait, ouais. Hein, ça c'est important de le dire, on va aller linéaire quand même, hein. Tu es d'accord? Ouais. Et donc la terre, c'est une matière vivante. Tout à fait. Bon, il faut l'animer un peu quand même, hein, pour la faire. Qu'est-ce que tu ressens quand tu la façonnes? Qu'est-ce que je ressens? Je suis toujours émerveillée en fait. À chaque fois. À chaque fois. Ça prend vie en fait. Donc entre ses mains, on peut s'amuser à modeler différentes émotions, expressions. Donc c'est assez. Puis c'est une matière très archaïque en fait. Hein. C'est une matière aussi où il se passe des choses aussi. Là, on voit qu'il se passe des choses. Hein. Là.
Il y a des messages. Il y a des messages. Tu as des belles... Alors, il y a des personnages, il y a des êtres aussi un peu singuliers, des êtres un peu particuliers, parce que je ne suis pas que céramiste, je suis aussi art-thérapeute. Voilà, art-thérapeute, je voulais en parler justement, l'art-thérapie. Et donc, à quel moment as-tu compris que l'art pouvait aider à réparer ou apaiser ? Alors, j'ai travaillé en tant qu'artiste avant d'être formée, et j'ai reçu un public d'adolescents anorexiques. Et dans mon atelier, à l'époque, j'avais un atelier à Montpellier où on était plusieurs. Et là, j'ai vu qu'il se passait des choses, en fait. Et j'ai trouvé ça assez... En eux ? Oui, et puis des changements au niveau du corps, des choses qui pouvaient se poser sur la terre, dans la matière, des émotions, des corps qui reprenaient vie. C'est là que tu prends conscience. Et c'est là que je me suis dit, il y a un truc à faire, et je me suis formée ensuite. Voilà, après, j'ai fait plusieurs formations. J'ai repris une licence de psycho, j'ai fait un DU d'art-thérapie, j'ai fait une certification. C'est un mélange de textures et d'émotions, en gros. C'est ça, c'est ça. Mais après, c'est aussi... alors là, c'est la matière terre, mais je peux proposer différentes choses. Je ne propose pas que la terre. Alors, propose-nous. Je peux proposer de la danse. Je fais de la danse d'expression primitive aussi. Donc ça permet de travailler la voix et le corps. Ça peut être du collage, ça peut être du dessin. Après, ça va dépendre de la problématique des personnes qui viennent me voir. Après, je travaille beaucoup en institution, donc psychiatrique aussi. Et je travaille aussi avec des particuliers qui ont des problèmes pour toute personne et tout âge. Donc ça donc tu t'adaptes. En gros, tu t'adaptes. Comme la terre, je suis malléable. Malléable. Voilà. On va s'en occuper, non ? C'est moi qui veux m'occuper de vous. Et après 25 années de pratique, aujourd'hui, que dirais-tu ? Je suis là où je dois être aujourd'hui, donc ça c'est assez génial en fait. À 50 ans, j'ai trouvé ma place, donc je me sens bien ancrée. Dans la création ? Dans la création, aussi dans l'art-thérapie, je me sens bien alignée, bien ancrée, donc c'est chouette. Dans tes œuvres, est-ce qu'il y a des souvenirs ? Ah oui, il y a plein de choses traversées, il y a plein d'émotions que je pose dans mon travail. Un matin, tu peux te réveiller ? Comment ? Un matin, tu peux te réveiller avec un souvenir et le créer ? Oui, je peux. Après, c'est aussi des phases de vie. Donc, c'est des séries, en fait, suivant les périodes de vie. C'est pour ça que c'est pas forcément... on voit des artistes un peu reconnus qui ont toujours la même patte, qui font toujours la même chose. Alors, moi, je fais pas toujours la même chose. Après, j'ai une patte, mais moi, je travaille beaucoup par période de vie, en fait. C'est bien. Et puis, comme il y a tellement d'exploration, de choses à faire dans la matière, on peut travailler les patines, on peut travailler du grès, on peut travailler du raku, on peut travailler de la terre naturelle. Il y a les émaux, il y a tellement de la porcelaine. Le plus grand on va dire une sculpture à la terre, quoi, pour moi. C'est combien ? Le plus grand, c'est-à-dire ? Le plus grand. La taille ? Oui. J'ai fait une amie, en fait, parce que j'ai de la chance, j'ai pas mal d'amis qui ont posé pour moi, donc ça, c'est assez chouette. Et du coup, j'ai fait une pièce grandeur nature qui est dans mon jardin. Donc, c'est une grosse pièce. Là, ça passe pas dans le four, si ? Alors, ça passe pas dans le four, mais à l'époque, j'avais un gros four. Parce que je vois pas la taille adulte dans le four. Non, mais après, on a des astuces sur des postures, en fait. Et on les coupe. Mais comme je répare bien les pièces... C'est malin, hein ? C'est le côté Dexter de Muriel. Parce qu'elle découpe ses amis une fois qu'elle les a sculptés. Alors, vous dites ça, mais c'est marrant parce que quand on fait de la terre, en fait, on coupe en vide. Vous avez déjà fait de la sculpture. Oui. Donc, on creuse, donc on déconstruit la pièce pour la reconstruire. Il y a aussi dans le vocabulaire de la terre et dans la technique de l'argile, tu dois aussi avoir ça, Brigitte, puisque tu fais aussi de la sculpture. Elle n'en a pas parlé beaucoup. Hein. Non, mais bon, on en a parlé un petit peu. Une fois, oui. Et du coup, le vocabulaire est très en lien aussi avec la psychologie, en fait, quand on traverse des émotions. Et on s'en sert pas mal, enfin, en tout cas, moi, je m'en sers pas mal dans mon travail d'art-thérapie sur le côté déconstruit, reconstruit, sur la matière. C'est vraiment très intéressant au niveau des connotations inconscientes qu'on peut avoir entre la matière et le travail de thérapie. Moi, je me souviens que dans le travail de la terre, quand on creuse, il ne faut pas laisser de bulle d'air. Parce que la bulle d'air fait tout péter.
Exactement. C'est pour ça qu'on creuse. Voilà. Alors ne gardez pas ça. de bulles d'air dans le cerveau. Et donc là, tu as tout chez toi, tu as tout. Oui, alors aujourd'hui, je suis hyper privilégiée. J'ai un atelier chez moi, enfin attenant à ma maison, parce qu'avant, j'étais en collectif pendant plus de 10 ans. Donc, je partageais l'atelier avec plusieurs artistes. C'est pas toujours facile, mais c'est aussi formateur. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai mon atelier chez moi et je reçois aussi un public, le public des institutions chez moi. Donc ça, c'est aussi un travail qui est hyper intéressant puisque ça ouvre un champ des possibles sur quelque chose de thérapeutique qui est en soi déjà presque thérapeutique, le fait d'être dans un ailleurs. Puis bon, dans mon jardin, c'est assez poétique. Il y a un univers aussi assez, avec des sculptures. Voilà. Puis mon mari, lui, est très rationnel, très pragmatique. Donc ça fait deux mondes Mais c'est bien, intéressants. c'est bien Ouais, parce qu'il y a de l'ordonné et puis un peu de désordonné. Alors ce long chemin que tu as parcouru, parce que c'est un long chemin. Oui, c'est un long chemin. Toi aussi, hein. Ah oui. Et donc, comment résumerais-tu aujourd'hui? Résumerais mon chemin? Oui. Oh là là. Le chaos. Non, on passe des moments de chaos, de périodes de vie très, très difficiles. J'ai beaucoup travaillé sur moi, évidemment. En étant art-thérapeute, j'ai dû faire un travail très long pour pouvoir accompagner les personnes. Et je suis toujours en supervision très régulièrement pour me réajuster. Et le chaos pour peut-être la lumière, mais toujours dans des moments de vie difficiles, puisque la vie, c'est pas toujours simple. Mais bon, moi, j'ai la chance d'être quelqu'un d'assez solaire, je dirais, et je m'émerveille pour un petit chant des oiseaux, une petite jonquille qui s'ouvre. Donc, une hirondelle qui vient se poser. Exactement. Des tourterelles, on l'a vu. Voilà. Donc, j'ai les beaucoup de tourterelles chance. peuvent se poser souvent sur les épaules. Voilà. Ça arrive souvent, ça. J'ai beaucoup de chance d'avoir cette énergie, cette résilience. Voilà. Donc, ça, c'est ma maman. Que poserais-tu comme question? Que poserais-tu comme question à Muriel? Une question, je ne sais pas. Je pense que tu prends beaucoup de plaisir, surtout parce que c'est vrai que toucher la terre, c'est quelque chose de... C'est presque sensuel, quelque part, quoi. Il y a quelque chose de vraiment très spécial. Et aujourd'hui, moi, je fais de la sculpture intuitive. Ah oui. Les yeux fermés. Heidi, qu'est-ce que tu poserais comme question? Qu'est-ce que je poserais T'aurais envie d'avoir une sculpture? Est-ce qu'on vous passe des commandes, justement? Est-ce qu'on vous demande des choses spécifiques ou c'est justement l'intuition aussi? Ah non, je peux faire de la commande. Je peux faire pas mal de choses sur commande. Après, sculpture intuitive, moi, j'utilise pas mal en art-thérapie. Et toi, Céline? Voilà. Oui, parce que là, après, vous êtes parti sur des modèles, mais vous faites... Alors moi, j'ai des choses en tête, en fait. C'est pas intuitif, mais en fait, je sais ce que je vais faire. D'accord. Et après, des fois, la terre, elle me guide, donc ça m'amène dans un autre univers. Voilà. À part si j'ai des commandes spécifiques, mais il faut respecter mon univers quand même. C'est très bien. Et donc, si je devais résumer ce moment qu'on a passé ensemble, tous ensemble, ce serait peut-être avec ces mots, Muriel. Pour toi, Muriel, la terre qui apaise, Muriel, entre tes mains, la terre respire. Elle se transforme, se calme, s'inspire. La matière devient parole intérieure, un geste simple qui ouvre le cœur. Depuis plus de 25 ans, Muriel, tu modèles le temps. Patience, écoute, regard, bienveillance. Et dans chaque forme que tes mains révèlent, on devine une paix douce et essentielle. Merci pour cet art qui relie doucement la création et le vivant. Merci pour ces mots, Muriel. C'est très beau. Et maintenant, tu vas regarder la caméra et tu vas nous dire comment on fait pour te joindre. Alors, j'ai un site internet à Muriel Valenzuela. Donc, vous pouvez me joindre sur mon site. Et j'ai un Facebook et un Insta aussi à Muriel Valenzuela. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bruno Fiard. Bonsoir. Bonsoir. Installé à Montpellier, Bruno mène une double vie assez fascinante. Une double vie, double vie. Du croustillant chez elle. Chirurgien dentiste le jour et architecte de l'angoisse la nuit. Oh là là, on pense à la turbine, là, je sais pas quoi, comment ça s'appelle. Passionné de littérature policière, il a franchi le pas de l'écriture il y a environ 3 ans.
avec un personnage fétiche, le commissaire Branko Kuzman. Aujourd'hui, vous venez nous présenter votre 5e livre de Pierre et de sang, et ainsi que tous les autres livres que vous avez écrits précédemment. Quel a été le déclic dans votre vie qui vous a donné envie d'écrire, hein? Parce que ça fait seulement 3 ans, du coup. Alors, j'y pensais depuis une quinzaine. Alors, devant le micro, s'il vous plaît. Le micro. Pardon, j'y pensais, pas le réflexe. J'y pensais depuis déjà un certain temps, et puis j'avais jamais le temps. Vraiment pas le temps professionnellement, j'avais pas le temps. Et puis il y a eu le Covid qui est arrivé là-dessus. Pendant le Covid, on a été arrêté 2 mois. Et du coup, pendant 2 mois, j'avais rien à faire. Donc je me suis intéressé à différents sujets que j'ai approfondis, qui vont de la bête du Gévaudan à un sujet très peu connu ici, qui est l'existence des Bigfoot. J'expliquerai peut-être après ce que c'est. Mais c'est très peu connu en France, beaucoup plus aux États-Unis, en Russie, etc. Et après Jacques Léventreur, par exemple, pour le 4e livre. Donc en fait, je me suis intéressé à tout ça. Mais vous allez voir, c'est extraordinaire ce qu'il fait. Parce qu'en 2 mois, on a le temps d'en faire des choses quand on n'a rien à faire. Non, mais en 3 ans, en plus, écrire 5 romans qui vous demandent en plus beaucoup d'énergie et de temps, parce que vos romans sont des enquêtes basées sur des faits réels qui vous poussent à mener de vraies enquêtes. Voilà. À chercher toutes les informations et se documenter, etc. Mais c'est passionnant. À partir du moment où c'est passionnant, ça passe vite. Hein. C'est un loisir. Oui, c'est sûr. Donc, c'est pas comme un travail, c'est pas comme un... Non, mais déjà que vous avez votre travail à côté qui doit vous prendre pas mal de temps. Ah oui, j'ai toujours été très actif, un peu trop. Ta recherche ressemble à un arbre généalogique. Hein. Oui. Alors, le plus difficile, ça a été Jacques Léventreur, là, parce que il fallait rouvrir tous les dossiers, chercher tous les suspects, tous les indices. Et je me suis plongé tellement là-dedans que je suis allé chercher les intrigues. Celui-là, c'est le 4e, hein, qui est sorti au mois de mai. Et avant de Pierre et de sang, et je suis allé chercher en fait toutes les archives de la police, parce qu'il y a beaucoup de thèses, il y a eu des auteurs connus comme Patricia Cornouel qui ont essayé de trouver le suspect et tout ça, et en fait il a fallu quand même réouvrir tous les dossiers parce que c'est une affaire qui est labyrinthique. C'est-à-dire qu'on part dans une direction, il faut changer, il faut trouver, c'est pas lui, c'est un autre. Et oui, le tueur n'a jamais été retrouvé. Jamais retrouvé. Alors, il y a de grosses suspicions sur certains, mais ils ont tous commis des actes abominables. Il y a eu 300 suspects. Il y en a une bonne vingtaine qui pourraient être Jacques Léventreur. Ça va du petit-fils de la reine d'Angleterre à l'artisan du coin, etc., le coiffeur du coin et tout ça. Ils ont tous été des monstres, pratiquement. C'était un quartier, ça se déroulait à Whitechapel, à Londres. Et sur 2 km², les gens mouraient comme des mouches, les prostituées en particulier, les pauvres filles. Et elle se faisait tuer à 10 mètres de distance, à une semaine d'intervalle. Et pourtant, il y avait des policiers et tout ça, mais le gars... À aucun moment, oui, il arrivait à passer entre les mailles. C'est complètement fou comme époque. C'est très intriguant. Ou alors, c'était peut-être quelqu'un qui faisait partie de la police. Oui, c'est ce que je développe un peu dans le livre. Enfin, moi, je suis parti sur un roman, c'est-à-dire que la fin, c'est pas l'histoire réelle, mais tout le début, c'est effectivement historique et tout ça. Et il y avait effectivement le chef de la police, nouvellement chef de la police, qui aurait par vengeance tué les 5 meurtres, les 5 femmes qui ont été tuées, que l'on considère comme sûres de la main de Jacques Léventreur. Mais il y en a beaucoup d'autres qui auraient été tuées peut-être. On va pas parler que de ce livre, hein, qui est le tablier de cuir. En plus, vous avez à chaque fois des photos qui sont assez percutantes, qui permettent de retenir l'attention. Je fais les couvertures. Oui, parce que vous faites tout seul. Oui, même les vidéos de présentation. Il fait tout seul. Il se corrige même lui-même. Oui. Ça, c'est parce que les maisons d'édition le font pas. Voilà, les maisons d'édition le reprenaient mal. Ils se corrigent tout seul. Il fait tout seul. Il s'aide avec l'IA pour les images, couvertures, les vidéos, de ses livres, les teasers, voilà. etc. Exactement. Et puis en plus de ça, chaque livre fait environ à peu près 300 pages quand même. Oui. Et le prochain est plus gros encore. Et le prochain est plus gros. Après, vous avez fait aussi, on va en parler du prochain, mais juste avant ça, ce que j'aurais aimé savoir, c'est quelle a été la découverte la plus marquante lors de vos recherches. Il faut savoir aussi que vous avez fait une enquête, je ne sais plus, je crois que c'est La Mémoire du Diable, sur la sorcellerie à Montpellier et satanisme. Alors, c'est très étonnant aussi. C'est un roman policier, mais qui tourne autour qui est actuel, mais qui est basé sur la sorcellerie en particulier et le satanisme à Montpellier et à Paris au Moyen-Âge, et où j'ai découvert des choses absolument incroyables que je suis de Montpellier, mais je ne connaissais pas. Comme ce qui s'est passé au Bois de Montmort, comme ce qui s'est passé même dans mon village Saint-Gély, où la dernière histoire de sorcellerie en France, c'était en 1890, je crois, ou 1860, à Saint-Gély, avec une rebouteuse qui avait été poursuivie par le médecin généraliste de l'époque parce qu'elle soignait les gens.
Et lui, c'était de la concurrence pour lui, donc il a essayé de la poursuivre. Finalement, elle a été acquittée parce que les gens en pensaient beaucoup de bien. Et son nom, le nom de cette dame-là, et on le retrouve maintenant dans certaines familles. Il y a certaines familles qui portent le même nom à Saint-Gély. Moi, je ne l'ai jamais su. J'étais à Saint-Gély depuis 71. Je n'ai jamais su qu'il y avait entre guillemets une sorcière à l'époque, etc. Donc on apprend plein de choses. Le bois de Montmaur, on y pendait les condamnés. Et une fois par semaine, les sorcières venaient faire le sabbat. Elles venaient en fait, c'est assez affreux ce qu'elles venaient faire. Elles venaient couper des morceaux, des cadavres, etc. pour en faire ce qu'on appelait les mains de gloire, qui étaient des mains qui étaient censées porter chance, qu'elles mettaient dans la terre, elles mettaient différents types de poudre dessus, etc., pour en faire des sortes de mains naturalisées en quelque sorte, et qui pouvaient aussi bien porter chance aux gens qui voulaient protéger leurs biens, par exemple, que porter chance aux voleurs. Donc en fait, elle misait sur 2 tableaux et elle faisait des affaires sur les 2 tableaux. Je ne verrai plus jamais le bois de Montmaur de la même manière, hein, que j'irai me balader ou faire au un centre du footing. bois de Montmaur. Et là où il y a le petit, je crois que c'est un petit château d'eau, enfin il y avait un petit truc au centre, il y avait un arbre, on pendait les condamnés ici, le livre commence par ça d'ailleurs. On pendait les condamnés là et les sorcières venaient faire leur petit rituel. Alors, marcher en quelque sorte. Oui. On va parler aussi de votre livre qui sort, là, qui est en train de sortir, à l'heure où on se parle. Donc ça s'appelle L'histoire de pierre et de sang. Donc où c'est que ça se déroule, à quelle époque? Alors, c'est de pierre et de sang, ça se déroule sur le plateau du Larzac. J'y suis allé assez souvent et j'adore ce paysage. Et ça se prête très bien à une histoire policière, en fait. Donc ça tourne autour des différents villages qu'on peut trouver là-bas, et avec une disparition, plus des meurtres, etc. Et une jeune enquêtrice qu'on retrouve dans d'autres livres, mais qui n'a pas le rôle principal, et qui est chargée de l'enquête et qui va se retrouver plongée dans une histoire qui mêle à la fois les Templiers, la mythologie, enfin pas mal de choses. Mais c'est un roman, là aussi c'est actuel, mais basé sur des faits un peu anciens. Mais c'est le plus policier des 4, c'est-à-dire c'est des 5. C'est celui qui est le moins surnaturel. Le plus romancé. Le plus romancé, voilà. Mais c'est... Et alors pourquoi ne pas avoir gardé votre personnage fétiche dans ce roman-là ? Parce que je voulais m'ouvrir à des lecteurs un peu différents. Et je voulais faire un roman policier plus classique. Je me disais, lui, il est un peu brutal et tout ça, donc je le ferai revenir. C'est un personnage, et curieusement, au début, je me disais, est-ce qu'il va plaire ? C'est un personnage un peu très dur, etc. Et puis finalement, tous les gens en parlent. C'est assez amusant. Dès que le premier livre, La Neige écarlate, dès qu'il est sorti, j'avais une petite interview avec un journaliste du Midi Libre. Il me dit, votre personnage, quand même, il est dur et tout ça. Mais c'est bien, hein, c'est bien. Et tous les gens me disaient, qu'est-ce qu'il devient ? Et d'où il vient ? Et comment il a fait pour se retrouver commissaire ? Et comment ? Parce que c'est un Serbe, parce qu'il a tout un passé avec l'ex-Yougoslavie, etc. Et je me disais, est-ce que ça va plaire ? Est-ce qu'il ne va pas être un peu trop dur pour le bouquin et tout ? Et puis finalement, les gens adorent. Ben, les gens s'y attachent, en fait, au fur et à mesure des livres. Du coup, maintenant, il reviendra dans un 7e livre, sûrement. Donc, c'est un personnage assez charismatique, finalement, et qui passe bien, quoi. Donc, à ce jour, donc déjà 5 ouvrages à votre actif, le 6e en route. Quelles leçons vous tirez sur le métier d'écrivain ? Je ne vois ça que comme un loisir pour l'instant. Dans quelques années, moi, je serai à la retraite et je me dis ce serait bien que ça devienne une activité à temps complet à ce moment-là. Il faudrait bien que je m'occupe quelque part. Et comme c'est quelque chose qui me plaît énormément, je m'imaginerais bien dès maintenant ne faire que ça, en fait. Parce que c'est vraiment reposant, c'est un loisir, c'est pas un métier où il y a des contraintes, où il y a quoi que ce soit. On est tranquille chez soi, on met de la musique, on écrit. J'adore ça. Et donc, si ça pouvait devenir une activité d'ici à la vitesse à laquelle j'écris, d'ici à ma retraite, il y en aura au moins une dizaine ou une douzaine. Donc, parce que ça va vite quand même. Ça en fera. Donc, c'est ça. Si déjà en travaillant, vous en avez fait 6 en 3 ans. 2 ans, 3 quarts, moins de 3 ans. Il va sortir dans 2 mois. Qu'est-ce que ça va être quand vous serez à la retraite ? On ne vous arrêtera plus là. Tout mon temps, ça va être un régal. Et puis après, je vais me lancer dans un autre genre de livre qui ne correspond. C'est pas ce que je lis, c'est pas ce que tellement même les films, c'est pas ce que je regarde, qui est le fantastique, l'heroic fantasy, parce que c'est très à la mode en ce moment, c'est vrai. C'est très très agréable à écrire, même si on n'en lit pas, et ça s'écrit très vite, ce qui est assez sympathique comme pour se reposer entre 2 romans policiers où on est obligé. Jacques Léventreur, il a fallu fouiller, en fait, j'écrivais une page, pas tous les jours, quoi, parce qu'il fallait aller chercher. Avec toutes les recherches. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper dans les dates, il ne faut pas se tromper dans les personnages, parce qu'il y a des spécialistes de ça.
Vous avez des ripperologues, comme on dit à Londres, etc., qui sont des spécialistes qui étudient le moindre détail, la moindre rue où ça s'est passé, comment la rue a été transformée, toutes les transformations urbaines, etc. Et c'était passionnant parce que c'est toute une époque aussi, c'est l'époque victorienne, tout ça, c'est très intéressant. En tout cas, c'est très très fascinant. Ce que vous écrivez, ça donne vraiment envie de lire tous vos livres. Alors, où c'est qu'on va pouvoir se procurer justement vos ouvrages, sachant qu'on les retrouve, vous avez déjà une petite boutique dans votre cabinet dentaire qui vous sert également de librairie. Alors, c'est quelque chose sur lequel je ne comptais pas au départ. Je viens, c'est où? C'est assez amusant parce qu'au début, ça sert de librairie. Voilà, au début, j'avais pris un pseudo parce que mon nom c'est avec 2 L, c'est Bruno Fillard mais avec 2 L, et j'avais pris le pseudo Bruno Fillard parce que je m'étais dit si ça marche pas du tout, j'ai pas envie qu'on sache que c'est moi. Et en fait, le premier livre a été très apprécié, beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais, malgré ces petites imperfections, parce qu'il y a plein de choses que je n'écrirai pas comme ça maintenant, mais il a plu quand même, l'histoire a plu, et puis les gens me disaient la Lozère et tout, ça me plaît, je vais le lire et tout. Et finalement, au cabinet dentaire, ça s'est su très vite, les gens sont venus acheter, je ne devrais pas le dire, mais ils sont venus acheter les livres au cabinet dentaire. Et finalement, maintenant, tous les jours, j'ai les films qui passent dans la salle d'attente pour les gens regardent entre 2 soins, ils regardent, etc. Et ça intéresse toujours quelqu'un. Donc, voilà, vous avez de la demande. Je ne peux pas dire que c'est devenu une librairie parce que s'il y a les impôts. Non, je plaisante. Bien sûr que je plaisante. Mais c'est un clin d'œil parce que vous pouvez faire découvrir à travers votre activité. Et après, je me suis dit, mais quel idiot t'as été de prendre un pseudo parce que finalement. Il est trop tard maintenant. Oui, il serait idiot maintenant de changer. Parce que... Alors allons-y. Alors si on veut justement commander votre livre, si on veut vous contacter, où c'est qu'on peut vous suivre? Alors, vous pouvez regarder la caméra. Oui. Donc sur les réseaux sociaux, c'est essentiellement Facebook. J'avoue que je suis sur Instagram, mais j'aime pas beaucoup l'utilisation d'Instagram. Je trouve ça un peu compliqué, quoi. Mais oui, non. Décidément, tout le monde aujourd'hui n'est pas des. Non, mais je trouve que c'est pas très ergonomique. Il n'y a pas besoin. On peut regarder la caméra quand même et dire comment on peut trouver les livres. Et donc, on peut les trouver dans toutes les librairies. Il faut regarder la caméra. Oui, pardon. J'ai tous les bons dentistes. Ah, oui. Dans tous les dentistes, voilà, donc on peut trouver les livres, on peut les commander partout. Ils ne sont pas encore présents à la FNAC ou chez Gibert ou autre. Ça va peut-être venir. Toujours pareil, j'ai un patient qui travaille à la FNAC. J'espère qu'il va relayer. Et donc, ça marche beaucoup par contact, en fait. Et l'un des intérêts d'avoir un cabinet dentaire, c'est que je rencontre beaucoup de gens qui travaillent dans les bibliothèques, dans les médiathèques, à la FNAC. Et on peut discuter avec les gens et finalement, on peut présenter le livre, etc. Donc ça, c'est un très bon point. Amazon aussi. Amazon, bien sûr. Oui, on peut vous le trouvez sur Amazon. Et sinon, on peut le commander absolument partout, en espérant que ça débouche sur une présence physique dans les grandes librairies. Et là aussi, il faut rentrer, il faut montrer patte blanche. C'est pas toujours facile. C'est comme avec les éditeurs. Alors, on n'oublie pas Bruno Fillard, F-I-A-R-D. Du coup, et pas pour le nom d'auteur, voilà, si on veut se procurer un de ces livres. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de votre venue. Alors Céline, ma chérie, c'est à toi. Tu reçois Franck. Ouais, je reçois Franck Richard parce que je suis allée chercher Franck Richard au fin fond de sa vallée. Parce que j'avais envie que chez les Love Sisters, on parle de biodiversité. Alors là-bas, c'est le bas des tronches, c'est le banc des tronches, tu vois. Alors, Franck Richard, il est professeur à l'université de Montpellier. Il est mycologue. Mycologue ou mucologue? Mycologue. On dit mycologue. On dit mycologue. Voilà, c'est ce que j'ai eu envie d'inviter la science parce que j'avais envie de cette rigueur et cette clarté d'esprit et l'humour aussi dont tu fais part, que tu as en toi. Et je voulais parler surtout, je me perds pas, je voulais parler de biodiversité et du monde invisible qui est sous nos pieds et qui permet aux vivants de tenir debout. Je sais que c'est quelque chose qui est très important pour toi. Tu l'enseignes à tes étudiants. C'est aussi une passion. Moi, c'est ce que j'ai trouvé extraordinaire aussi chez toi. C'est cette continuité. Tu es ce que tu enseignes. Voilà, c'est vraiment une personnalité. Tu es un grand observateur du vivant et de l'érosion du vivant. Tu m'en as beaucoup parlé. Moi, ça m'a vraiment touchée. Et je voulais profiter du plateau des Love Sisters
à nouveau nous sensibiliser sur la fragilité du vivant, et là justement pas celui qui est visible, mais celui qui est invisible. On parle de l'Internet des forêts, des réseaux des forêts. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu pourrais développer ce que moi je ne pourrais jamais faire et remettre une couche sur la sensibilisation? Alors on peut essayer, hein. On essaye. C'est un vaste sujet, il faudrait qu'on reste toute la nuit à parler de ça. Oui, c'est un vaste monde qu'on a sous nos pieds, et d'une manière plus générale, c'est un vaste monde invisible dont on est même peuplé à l'intérieur de nous-mêmes, puisqu'on a plus de cellules microbiennes que de cellules humaines, hein, en nous, qu'elles soient bactériennes, fongiques. On est couvert de levures, on est couvert de tout un tas de choses, on est habité de tout un tas de petits êtres microscopiques et qui sont essentiels pour que nous, on fonctionne. Et c'est vrai de tout ce qui est autour de nous. On apprend à l'école très tôt qu'une plante est autonome. Vous avez dû apprendre tous ça. C'est un gros mensonge, hein. Une plante n'est absolument pas autonome. Elle fonctionne grâce à des microbes qui la peuplent dans tous ses tissus, de la racine jusqu'au sommet des canopées, dans les feuilles, dans les bourgeons, dans le bois, dans l'écorce. Vous avez une foule de microbes. On a évalué que sur des sections d'aiguilles de pin de cette longueur-là, on a une centaine d'espèces de champignons qui vivent à l'intérieur sans provoquer le moindre symptôme. Et on ne sait même pas à quoi ils servent. On appelle cette vie-là endophytique à l'intérieur du végétal. Et malgré tous nos outils, malgré toutes nos études basées sur l'ADN, on ne connaît pas les fonctions de ces microbes-là. D'autres, on les a comprises, et notamment sur les racines des plantes. On a des champignons. Parce qu'une plante, ça ne boit pas toute seule. Il faut un champignon qui fait le travail. Ça ne se nourrit pas toute seule. Il faut un champignon qui fait le travail pour aller chercher des minéraux dans le sol. Et en fait, elles ne sont pas du tout indépendantes. Donc on nous a menti odieusement à l'école. Quand on parle d'autotrophie, d'être autonome sur l'énergie, c'est pas vrai. Personne n'est autonome, on est tous dépendants. Mais ça serait bien de comprendre ça pour l'appliquer aussi à l'humain. Ouais. Tu me disais aussi que, on va le rappeler, c'est une piqûre de rappel, mais que l'activité humaine avait fait beaucoup de dégâts sur ces interactivités eau, terre et autres. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Soit on se dit qu'on a le temps, soit on se dit qu'on ne l'a pas. On pourrait dire, si on raisonne à des pas de temps de quelques millions d'années, on sera une parenthèse dans tout ça. Et théoriquement, la vie sera plus forte que l'homme. Donc, on sera effacé de cette planète. Il y aura encore de la vie. On ne sait pas laquelle, hein, mais théoriquement, on n'est pas quand même en mesure d'éradiquer le vivant. Par contre, ce qu'on vit là sur un pas de temps plus court est dramatique, puisqu'on fait la liste de tout ce qui disparaît chaque jour, qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas. Souvent, on ne le voit pas. Il faut imaginer comme tout être vivant visible est associé en moyenne à au moins 10 espèces invisibles. Quand on en perd une, on en perd 11. Et c'est ça. Et puis, il y a des effets cascades. Quand on en perd une qui tenait une autre, on fragilise la deuxième. L'effet boule de neige. Et puis, ce qu'on ne sait pas trop, c'est s'il n'y a pas des points de bascule pour le système. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on perd des trop importantes pour le système qui tenait l'ensemble. Et là, on joue un peu avec le feu aujourd'hui, puisqu'on sait qu'on érode le vivant un peu partout, dans tous les types d'habitats. On parle d'aller chercher tout au fond de l'océan tout un tas de ressources. On parle d'aller au pôle chercher des ressources. On n'a plus de limite, hein. On parle de conquérir Mars pour ça aussi, finalement. Et effectivement, malgré tout ça, malgré le fait qu'on compte, qu'on voit l'érosion de la biodiversité qui va très très vite, on ne sent pas une action suffisamment forte pour enrayer ça. Voilà. Donc oui, ça disparaît, et c'est à chaque fois qu'une espèce disparaît, c'est une dimension du visible qui disparaît. Ça peut être un chant, ça peut être un son d'oiseau, ça peut être une couleur. On a perdu des papillons extraordinaires il y a déjà plus d'un siècle en Angleterre, on ne les reverra pas. Et ainsi de suite. Donc il y a toutes les dimensions de notre milieu de vie qui sont altérées. On ne s'en rend pas forcément compte, mais ça impacte aussi notre psyché, tout ça. Un monde, une nature silencieuse, incolore, on n'y serait pas très bien. C'est horrible. Tu me disais effectivement qu'on avait eu la chance de pouvoir observer des papillons, de pouvoir avoir des limaces dans son jardin. Alors on les a dégagées, les limaces, parce qu'elles ne ressemblent pas à des pandas et qu'elles ne sont pas a priori utiles. On les a supprimées, et du coup on a supprimé aussi tout un écosystème
C'est une espèce de sérendipité, je ne sais pas comment le dire, de relation de cause à effet permanente, où on fait du mal en permanence. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que Franck, il fait ses relevés avec ses étudiants, mais chez nous. On peut le repréciser, ça. Voilà. Il fait ses recherches en zone méditerranéenne. Donc Franck, il prend pas l'avion. Voilà. Il prend pas l'avion à l'autre bout de la planète pour aller appliquer des méthodes de picking, enfin de recherche d'informations. Il fait ça dans le coin. Il fait ça avec ses étudiants. Ses étudiants, ils sont pas forcément qu'en amphithéâtre. Ils sont surtout beaucoup dehors à observer. Ils apprennent comme toi, tu as appris. Peut-être aussi. Oui, par la nature et l'observation. Alors, ce côté naturaliste. Voilà, on parlait d'observation avec les artistes tout à l'heure, et c'est aussi un point commun. C'est ça que j'aime bien. La science et les artistes ont quelque chose, un petit fil rouge comme ça. Alors après, c'est une vocation. C'est de la vocation scientifique, mais il n'y aurait pas de scientifique sans la capacité d'observer. Il y a peut-être un point commun, c'est le caractère obsessionnel de monsieur et de moi-même. Ouais. Quand on veut être rigoureux, ça demande une application, une constance. Effectivement, cette rigueur dans la démarche expérimentale, voilà. Qui ne se prête pas à du médiocre. Parce qu'effectivement, on est vite confronté à quelque chose qui ne nous plaira pas et puis qui concrètement ne servira à personne. Je garde plusieurs choses à l'idée. La première chose, c'est que je suis payé par vos impôts. Donc quand je fais une recherche, ce n'est pas pour gaspiller l'argent du contribuable, c'est pour essayer de servir le bien commun. Oui. C'est une chance inouïe de pouvoir faire ce travail aujourd'hui. Et ça, je le garde à l'esprit. Et la deuxième chance inouïe, c'est de travailler dans la nature. Et on ne peut pas ne pas partager ça avec des étudiants. On a un terrain de jeu sans limite autour de nous. Et comme tu le disais, on fait partie de la génération qui voyons des choses, qui rencontrons encore des êtres qui sont des sources d'inspiration, de rêve, de magnificence. De ce on reste témoin. Ça apporte un peu de bien-être, ça, cette contemplation de ça. Aussi. Ouais. Ouais. On l'a quand on est petit, beaucoup de petits longs, petit à petit, ça en détache. Et à l'échelle de la civilisation, on s'en est beaucoup détaché. On avait le moindre paysan à Montpellier au début du 19e siècle, on en parlait tout à l'heure, connaissait les champignons qui poussaient dans ces forêts. Sur les marchés des arceaux, on avait certaines espèces qu'on consommait. Vous faites un sondage à Montpellier aujourd'hui, ce qu'on peut manger dans la forêt, la plupart des gens s'empoisonnent. Oui. Et ne savent pas qu'effectivement, dans les bois autour de Montpellier, il y a tout un tas de ressources possiblement valorisables avec lesquelles on ne s'empoisonnera pas. Donc ça, c'est une réalité. On s'est détaché de ça. L'interview touche à sa fin. Tu n'es pas venu défendre une page Facebook, tu n'es pas venu défendre un projet artistique. Non. Donc, on ne pourra pas te trouver, à moins qu'on soit étudiant ou étudiante à Montpellier. Mais est-ce quelle université? Alors, la fac de sciences à Montpellier. La saucisse et le donut. Ouais. Cette fameuse œuvre d'art aussi, qui est censée remplacer le système booléen. C'est le 1 et le 0. Mais tu as donc en même temps, juste un dernier mot pour finir quand même ce que tu as dit. Bon, là, je vais être très égocentrique, je vais parler de l'humain. Donc, tu connais un peu tout ce qui grouille sur l'humain. Ah, j'ai des petites idées, oui, sur la question. Si je te prélevais la surface de l'épiderme, tu aurais des surprises. Voilà, c'est ce que il y a une étude qui a été publiée il y a quelques années sur le nombril des humains. On regardait un peu ce qui pouvait traîner en fonction de la fréquence des toilettes. Et on avait trouvé effectivement des personnes qui se lavaient tous les jours jusqu'à il y a une fois par an. Oh non. Dans les Cévennes, justement. Moins on se lave, plus c'est riche. Elle doit être extraordinaire aussi. Dis-moi, est-ce que quand c'est plus riche, est-ce qu'on a plus de survie? Oui, sans doute. Sans doute. Ça, c'est intéressant. Donc, on devrait plus se laver. Alors, pas forcément jusque-là, parce que, bien entendu, mais en tout cas, tout ce qui est excessif dans un sens comme dans l'autre pose des problèmes. Donc, il faut garder une partie quand même. Alors, je ne dirais pas qu'il faut, parce qu'il y a des problèmes. Il peut y avoir des problèmes d'odeur. La vie en communauté, c'est compliqué. Mais la petite chose intéressante, c'est qu'on a trouvé dans certains nombrils, donc ceux qui étaient les moins fréquemment nettoyés, des archéobactéries. Ce sont des organismes de milieu extrême. Ça veut dire qu'on a un milieu extrême potentiellement là. On ne pensait pas qu'on était une niche pour c'est trop. Là. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'ils nous font? Attends, juste qu'est-ce qu'ils nous font de mal?
Rien, c'est des commensaux en fait. Ils vivent là, ils se nourrissent d'un certain nombre de déchets qui sont produits par l'épiderme. Quelle horreur! Mais non, pourquoi? C'est pas nos ennemis. Bah si, en fait. C'est des c'est des nettoyeurs. gens qui se lavent pendant un an, là, tu me dis. Imaginons une chose, c'est qu'ils recyclent. Ils recyclent. Nous produisons des déchets et on a besoin de ça pour nous recycler. Voilà, on se recycle. Écoute, merci beaucoup, c'est super gentil. Merci Franck pour cet Merci éclairage Franck. Vous restez avec nous tous les deux. Merci. Parce que là, c'est au tour de Muriel. Merci. Donc, moi, je reçois un duo. Donc, le duo Nouria. Donc, toi, tu chantes. Oui. Toi, tu fais de la guitare. Tout à fait. Ah, c'est ça. Hein. Donc, Corinne, ta voix est celle d'une mezzo-soprano. Oui, tout à fait. Donc, comment, pour le public, mezzo-soprano, on va te voir en live, je crois, tout à l'heure. Tout à l'heure, oui. On va comprendre, mais pour le moment, je t'interroge. Qu'est-ce que c'est? Voilà. En fait, qu'est-ce que c'est? Mezzo-soprano, c'est... bon, il y a une classification au niveau des tessitures, des tessitures vocales. Et si on prend de la voix la plus aiguë, ou le timbre, on va dire plutôt, le timbre le plus aigu, ce sont les sopranos. Exact. Voilà. Ensuite, il y a les mezzo-sopranos. Donc c'est moins aigu. Voilà. C'est pas que c'est moins aigu, c'est une question de couleur de la voix. C'est-à-dire qu'une mezzo-soprano peut monter aussi haut qu'une soprano, mais elle n'a pas la même consistance, en fait. Mais le soprano, déjà, on ne comprend pas toutes les paroles. Alors là, je pense oui, parce que je pense que là, tu parles de chant lyrique, tu parles d'opéra, et effectivement, dans les tessitures qui sont très aiguës, dans les airs d'opéra qui sont très aigus, on ne comprend pas. Pourquoi? Parce que le larynx n'est pas fait pour avoir une articulation précise dans les aigus. Ce n'est tout simplement pas possible. Alors après, on peut avoir des chants où on comprend à peu près, d'autres où on comprend rien du tout, voilà. Mais en tout cas, dans les ultra aigus, c'est pas possible. Donc toi, tu es méso, on s'inquiète pas, on va tout comprendre. Donc, quand as-tu découvert justement ce langage du chant? Waouh! Alors, le langage du chant, pour moi, je l'ai découvert depuis toute petite. C'est une nécessité, en fait, depuis toujours, de chanter tout le temps. Voilà, en permanence. Voilà, du son, du chant, tout le temps. Donc on dit lyrique quand même, hein, c'est du chant alors, lyrique. non. Et les chants du monde, non? Pas forcément lyrique. Non, le lyrique est venu après. Non, moi, j'ai commencé étant toute petite par chanter du Piaf. Tu le savais pas? Rien à voir avec du lyrique. Tu savais pas? Je savais pas quoi? Que tu chantais du lyrique? J'ai découvert plus tard. En fait. Plus tard. Oui, ouais. J'ai découvert bien plus tard ce que c'était le lyrique. Et puis, j'ai été vraiment subjuguée par cet art parce que je me suis dit, si j'arrive à chanter comme ça, comme toutes ces cantatrices, je ferai ce que je veux de ma voix. Et je pourrai chanter tout ce que je veux. Là, tu parles de technique. Et oui, je parle de technique. Mais en même temps, c'était quelque chose de... Et c'est toujours d'ailleurs, c'est quelque chose de... C'est tellement... comment dire c'est tellement incroyable, cette façon de chanter. Ça touche. C'est vraiment quelque chose qui touche énormément, qui touche le cœur, qui touche l'âme et qui est d'une puissance vibratoire incroyable. Donc avec l'émotion. Avec l'émotion. Et avec aussi cette façon de chanter, cette technique qui permet de faire vibrer vraiment notre caisse, le corps instrument. Tout à fait. Et c'est dans cette technique-là, pour moi, que ça va le plus loin. Qu'on peut aller le plus loin, qu'on peut aller vraiment rechercher... ces techniques qui sont très très puissantes, qui ramènent en fait l'espace du bas du corps avec le haut du corps. Il y a vraiment tout un travail très précis, très précieux, qui permet d'aller dans des espaces assez incroyables. Je veux dire. D'accord, je t'appelle Corinne. Oui. Donc je vais me permettre de demander ton prénom à toi aussi, puisque même si vous êtes un duo, je ne vais pas dire le duo en parlant de vous deux. Moi, c'est Jules.
Jules. Oh, j'adore. Jules. Oui. Ça va très bien avec le chant lyrique, Jules. Excuse-moi. Pourquoi pas? Oh, mais c'est pas une moquerie. Oui, mais moi je ne chante pas. Je ne chante pas le lyrique. Je sais, mais j'adore quand même. J'adore. Vous êtes quand même un duo. Donc, depuis combien de temps déjà? Ça fait 5 ans. Ouais, ça fait à peu près 5 ans. Parce que voilà, je suis passée du lyrique à un moment donné, j'ai eu un coup de cœur pour les chants du monde, pour les chants de la Méditerranée. Et ça a été vraiment un vrai coup de cœur. Voilà, j'ai écouté ces chants et... On n'est pas qu'un duo aussi, puisqu'on travaille tous les deux avec d'autres artistes aussi sur d'autres projets. Mais donc effectivement, on s'est réunis à ce moment-là et je pense que sur ce projet qui nous rassemble autour de la musique de la Méditerranée. C'est bien ensemble. Voilà. Oui. Nous rassemble, c'est bien ensemble. Mais vous êtes auteur et compositeur ou vous faites des reprises ou... Alors, en fait, c'est un répertoire. Oui, alors on peut dire qu'on fait des reprises, mais en même temps, c'est un répertoire qui est libre, c'est-à-dire il y a beaucoup d'improvisation, il y a beaucoup de façons d'interprétation. De remix, donc. Oui, on peut appeler ça. Moi, je dirais pas ce mot-là, mais je dirais interprétation différente. Donc, il y a de la créativité dans chaque morceau, et puis en même temps, Jules fait quasiment jamais la même chose aussi. À chaque fois, ça se réinvente. Donc tu inventes suivant. Oui, surtout dans ma façon d'accompagner. Après, ça dépend les morceaux en fait, mais il y a des morceaux qui sont assez libres en fait, donc il n'y a pas vraiment de rythme. Un des morceaux qu'on va jouer justement dans cet esprit-là, et donc j'essaye de suivre le chant un petit peu spontanément aussi, quoi. Sur scène, je pense que comme vous êtes un duo. L'un apporte l'émotion à l'autre et l'autre apporte l'émotion à l'un. Je dis à l'envers, mais enfin, peu importe. Et donc, si je comprends bien, aussi, tu peux changer de tournure au niveau de ta façon de jouer. De tournure. J'essaye en tout cas de suivre, effectivement, on porte l'émotion, effectivement, de l'autre. Et on essaye de la transcender aussi. Et en fait, c'est vrai que c'est parce qu'on entend quelque chose qui nous plaît aussi que nous, on va arriver à faire quelque chose peut-être qui va plaire aussi à l'autre. Et donc, on se porte un peu mutuellement comme ça. Ouais. Oui, puis vous n'êtes pas robotisé. Donc, voilà. Donc, c'est pas la même émotion à chaque fois. On n'est pas robotisé, on est très humain. Voilà. C'est ce qu'on va découvrir tout à l'heure, mais je l'ai déjà découvert. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez offrir au public? Une performance ou un moment de partage intérieur? Ah, le partage intérieur, ça c'est clair et net que un moment de profondeur et de partage intérieur. Enfin, je sais pas, voilà. Qui veut poser des questions? Très intriguant. Non, mais c'est pour son roman que je dis très intriguant. De quels instruments vous servez là? Vous êtes guitariste, je crois. Alors moi, c'est guitare uniquement. Alors c'est vrai que c'est un instrument d'ailleurs qui se prête pas forcément trop aux musiques méditerranéennes, mais en même temps, c'est un instrument qui est très polyvalent et qui permet justement de couvrir une palette assez large. Ouais. Et donc pour ça, c'est assez intéressant puisque nous, on passe un peu d'un pays à l'autre. Aussi, donc on n'est pas typé et fixé sur une forme précise de musique méditerranéenne. D'accord. Et voilà. On s'échappe même parfois aussi dans le classique ou dans des formes. Oui, c'est ça qui est intéressant aussi. Vous voyagez donc. Dans ce duo, c'est qu'on peut à la fois faire des chants traditionnels, des musiques traditionnelles du bassin méditerranéen et aussi du chant classique, notamment espagnol. Donc hop, on a les deux casquettes. Et on peut passer de l'un à l'autre. Pour le coup, la guitare est un peu plus adaptée là. Ah bah oui, en Espagne, c'est sûr. Pour le flamenco, oui. Mais vous allez en Espagne? Oui, très souvent. Moi, je fais aussi du flamenco par ailleurs. Donc, du coup, j'y suis allé vraiment pour ça. Vous en avez fait un album de toutes vos musiques? Alors oui, il y a un album qui est sorti en 2023 qui s'appelle Ishtar, souffle d'ailleurs. Dans cet album, on est un quatuor, donc il y a du violoncelle et des percussions. Ah oui.
Voilà, donc parce que on joue soit en quatuor, soit en trio, soit en duo. Bon, là, on est venu présenter le duo Nouria, c'est spécifique, mais ces musiques se jouent oui, sur des formations différentes. Des formations différentes. Avec plus ou moins d'instruments, on les adapte à chaque fois. D'accord, mais quand vous dites que vous jouez en quatuor, ça veut dire que vous êtes 4 quelquefois sur scène? Exactement. Voilà. Et donc, ça veut dire aussi que vous êtes modulable. Exactement. En gros. C'est ça. Voilà. Ça, c'est génial. Hein, ouais. Céline, tu peux poser une question? On a une guitare, une voix. Est-ce que vous déclinez les instruments à cordes ou vous êtes que guitare? Alors moi, je suis que guitare. Je pourrais faire un peu illusion sur beaucoup d'instruments à cordes, puisque bon, c'est un peu toujours la même façon d'attraper l'instrument et de s'en servir. Mais c'est une contrainte alors du coup de choisir de jouer qu'avec la guitare pour accompagner une voix ou c'est Alors c'est une contrainte voulue quoi, en tout cas. Mais justement, c'est une contrainte alors. Oui, mais moi je la vis pas comme une contrainte. Ouais, non, mais je veux dire, c'est une contrainte artistique. Ça peut être une contrainte artistique. Oui, mais comme on n'essaye pas de ressembler non plus à quelque chose, en fait, c'est pas vraiment une contrainte vu qu'on essaye d'aller vraiment vers ce qui nous porte nous et reproduire un peu ce qu'on ressent de la musique plutôt que de reproduire la musique telle qu'elle est, quoi. D'accord. Voilà. D'accord. Très bien. Donc c'est un prolongement de vos sens. En fait. Ouais. C'est ça, ça marche. Je me posais une question. En écologie, on a une singularité méditerranéenne. On sait qu'effectivement, les végétaux méditerranéens sont particuliers, les organismes en général. Est-ce que la musique méditerranéenne, elle a une singularité? En fait, la musique méditerranéenne, elle est multiple. Là, dans ce qu'on propose, on fait à la fois de ce qu'on appelle ça le ladino. Ce sont des chants séfarades, donc des chants anciens de l'Espagne. Moi, je chante en libanais, donc je chante aussi en arabe. Il y a des chants qui sont en hébreu. On fait un chant corse, un chant berbère. Enfin voilà, moi je dirais c'est la couleur, c'est vaste. C'est vaste, oui, c'est la couleur. Oui, mais en fait, il y a quand même. Moi, je pense. C'est un vrai fil que rouge, moi, je trouve qu'il y a. ça. On tombe amoureux de la Méditerranée, donc on tombe amoureux de quoi? De cette diversité-là ou d'un dénominateur commun? Parce que... Les deux, à la fois cette diversité et à la fois, pour moi, le dénominateur commun, c'est la chaleur humaine. C'est vraiment ce qui se passe au niveau. Non, mais comme on est composé de plein de milliers. Tu comprends pareil que ce que. Voilà. Pareil ce qu'il y a sur pour notre donner corps, un hein. être humain, finalement, Voilà. il y a plein de champignons. Alors, Jules, je suis là, désolée. C'est un peu pareil, pour donner la musique du bassin méditerranéen, en fait, il y a plein de cultures qui se regroupent. Et c'est vrai qu'il y a une identité quand même méditerranéenne qu'on peut ressentir assez vite, qu'on écoute de la musique du Maghreb ou de l'Espagne, arabo-andalouse aussi. Non, voilà. Mais pourtant, elles ont toutes quand même des spécificités, quoi. Ouais. Malheureusement. Elles sont toutes un lien justement avec la profondeur du cœur et de l'âme. Voilà. Moi, je dirais que le lien, il est vraiment là. Bravo. Donc, cela dit, c'est super et on va vous entendre. Et avant de vous quitter, je vais dire quelques mots pour vous deux. Donc, Corinne, voix qui voyage. Votre voix traverse les frontières comme une prière légère entre ciel et terre. Elle porte des histoires que les mots seuls ne savent pas voir. Et avec le duo Nouria, guitare en lumière, Jules, vos accords ouvrent un chemin sincère. Ce soir, nous avons entendu plus qu'un chant, mais un cœur qui voyage doucement. Merci pour cette présence à vous deux et pour ces notes en partage qui relient les âmes bien au-delà des rivages. Très bon, merci beaucoup. Merci. Amen. Et maintenant, vous allez regarder... Amen. On va voir à la sortie. Donc, vous allez regarder la caméra et dire comment on peut vous joindre. Alors, on peut nous joindre sur le site web mavoireliance.com, là où je donne aussi des cours de chant et de yoga du son.
C'est un site qui est en train de se refaire. Voilà, sur Facebook également, sur la page Ishtar, Corinne Pérez. Et voilà, principalement là. C'est super. En tout cas, vous avez été super. Je vous remercie tous. Merci, et nous allons... merci tous. Merci vraiment pour votre présence. Et nous allons nous quitter tous ensemble avec ces fameuses sculptures. Et ces fameuses sculptures différentes. On vous dit bye bye. À bientôt. Bye bye. Au revoir. Keep
secretos quiero descubrir, secretos de mi vida, los cielos quiero por papel, la mar quiero por tinta, los árboles por péndola, para escribir mis vertes. No lo sabe mi hermano, ni primos ni parientes. Sale a la puerta, te hablaré. Sale a la ventana, te hablaré, te descubriré secretos de mi alma. Arboricos de jazmín en la puerta plantado, ten flores y ten grandes y otros te